Ce que je vais dire, c'est que ce que vous appelez antithèse n'est pas la négation systématique de la thèse. Ce qu'on appelle antithèse, c'est quoi? Écoutez-moi bien. Dans l'antithèse, je conserve la thèse et ensuite je la dépasse. Je ne peux pas dire thèse, M. Tounkara est très beau. Antithèse, M. Tounkara est très laid. Ça tombe sous le sens. Donc, quand j'ai dit, on conserve ce qu'on avait dit et on le dépasse, après avoir dit thèse, M. Tounkara est très beau, antithèse, vous dites, même s'il est très beau, il aurait pu être plus beau s'il était tel, s'il était tel. Vous avez conservé qu'il était toujours très beau, mais que vous l'avez dépassé. Ce qui est rigoureusement inadmissible, c'est ce que j'ai dit, que vous puissiez dire dans la deuxième partie ou la tête adverse que M. Tounkara, après avoir dit qu'il est très beau, que M. Tounkara est très laid. Et donc, cela vous permet d'être fidèle un peu à la perspective du sujet. C'est vrai que le sujet est un champ ouvert, je suis d'accord. Et surtout les sujets que vous avez au bac. Il est absolument rare, pour ne pas dire que ça ne s'est presque jamais produit, qu'un sujet vous enferme dans les limites d'une seule leçon. C'est pourquoi la consigne que je vous donne, ne partez jamais du cahier de cours vers le sujet, mais partez toujours du sujet vers le cahier de cours et vous voyez vous-même la différence. Celui qui part du cahier de cours vers le sujet, c'est celui qui se dit lan mo génn. Lan mo génn, ça veut dire mais à quoi ou à quelle leçon se rapporte le sujet. C'est la meilleure manière de faire hors sujet, de passer à côté de ce qu'on vous demande. Parce que généralement, le sujet qu'on vous donne au bac est un sujet de synthèse qui peut nécessiter que les arguments j'aille les chercher de qu'est-ce que la philosophie jusqu'à l'esthétique. C'est pourquoi j'ai dit, on ne part pas du cahier de cours vers le sujet, mais on part du sujet, de sa lecture, de sa compréhension, pour aller chercher les moyens de l'argumenter dans le cahier de cours. Et cela permet non seulement de ne pas faire hors sujet, mais cela permet de délimiter le champ à l'intérieur duquel peut s'inscrire notre argumentation. Dans le développement pour ce sujet que nous avons, vous insistez, mais sans réciter le cahier de cours de façon mécanique, sur tout ce que vous savez, sur l'opposition entre le philosophe et celui qu'on appelle tout le monde, le vulgaire, l'homme du sens commun, et cette opposition-là, elle est délimitée dans ces termes par le sujet. On ne vous demande pas de réciter tout ce qu'on vous a dit sur les rapports entre le philosophe et le sens commun, mais vous l'articulez au concept du sujet. L'opposition, c'est ici à ce niveau-là. Dire en y pensant, dire sans y penser. Et vous montrez clairement, oui, que le philosophe désirait de faire la différence entre le bien et le mal, de faire la différence entre le vrai et le faux. Il s'inscrit dans le doute, et en s'inscrivant dans le doute, dans la vigilance et dans la méfiance, il réfléchit de façon critique, là où l'autre, encore une fois, adhère. Et quand il adhère de façon émotionnelle et spontanée à l'ensemble des vérités établies par la société. C'est à ce niveau-là que vous insistez, mais vous n'avez pas besoin de réciter tout votre cours sur la réflexion critique et tout votre cours sur l'opposition entre le philosophe et l'homme du sens commun. C'est une discipline intellectuelle que de savoir s'en tenir au postulat du sujet lui-même. Et dans la deuxième partie, c'est là où maintenant on attend de l'élève sa capacité à réfléchir de façon critique. Parce que quel est le but de la philosophie? On vous l'a dit, à travers les différents systèmes et à travers la contradiction habituelle à laquelle ils sont confrontés, mais vous vous rendrez compte que simplement la finalité est de faire naître en vous cette capacité à réfléchir par vous-même et à réfléchir de façon critique, à prendre vos distances avec toutes les forces d'évidence, avec tous les préjugés, toutes les opinions, toutes les croyances naïves et spontanées acceptées comme telles. Donc l'attitude de l'homme du sens commun est une attitude d'adhésion, j'ai envie de dire émotionnelle et sentimentale, alors que l'attitude du philosophe, elle n'est pas exigée du sentiment, mais elle est simplement une activité de réflexion critique, parce qu'on vous l'a dit et répété, pour l'essence, la philosophie, elle est d'abord et avant tout une activité rationnelle. Et donc, après avoir dit ça maintenant, dans le développement, en mobilisant les outils grammaticaux de l'argumentation, je vous l'ai dit pour assurer la cohérence interne. Parce que je vous ai dit, attention, la qualité de votre travail n'a pas de rapport avec l'abondance de votre propos. On peut être bavard,
mais il est préférable d'être concis, d'être rigoureux et surtout d'être pertinent. L'autre élément, c'est les citations. On en voit très fréquemment se promener avec un petit cahier rempli de citations, s'imaginant qu'il s'agirait de les apprendre par cœur et de les convoquer à tort et à travers pour donner l'impression d'avoir une bonne culture philosophique que non. Il faut faire une utilisation intelligente de ce que vous appelez les citations. Elles ne sont pas indispensables, oui, mais elles sont largement souhaitées parce qu'elles témoignent de votre culture philosophique, mais n'en abusez pas. Il ne s'agira pas d'un défilé de modes d'auteur, mais j'ai dit, contentez-vous de 2 ou d'un maximum de 3 citations. Vous avez fait votre première partie, à la fin, citation, phrase de transition, deuxième partie, à la fin, citation. Donc j'ai dit, maximum 2 ou 3 citations suffiront à éclairer. Pourquoi vous le savez? Parce qu'on vous l'a dit, la philosophie est d'abord et avant tout un effort de réflexion, mais de réflexion personnelle. Et donc il ne faudrait pas abuser de ces citations-là. Il ne faudrait pas également les forcer. Elles devraient naturellement venir d'elles-mêmes parce qu'elles s'imposent au moment où vous êtes en train de vouloir les convoquer. L'autre élément important, c'est de veiller à l'équilibre des parties. Je conviens avec vous qu'on a forcément plus d'idées ici que là-bas, mais vous verrez vous-même, et vous êtes d'accord avec moi, qu'il serait absolument inélégant d'avoir 3 pages pour la première partie et 2 pages pour la deuxième partie ou 1 page pour la deuxième partie. Donc même s'il ne peut pas y avoir de proportion absolue, veillez autant que possible à équilibrer les différentes parties. Et ensuite, comme je l'ai dit, non seulement je m'appuie sur les outils grammaticaux de l'argumentation, mais également je dois faire en sorte que les transitions puissent être assurées. Parce que ce sont les transitions qui permettent au correcteur de surveiller la progression de mon argumentation. Lorsque une copie est bien présentée, le correcteur qui a 400 ou 500 copies, il ne se fatigue pas parce qu'il surveille les phrases de transition et ça lui permet de voir la progression de votre propre raisonnement. Vous pouvez déjà faire une synthèse partielle à la fin du développement. Mais n'oubliez pas que dans la conclusion maintenant, qui est la dernière étape, vous allez avoir 3 parties fondamentales dans la conclusion. La première partie, c'est le résumé, le bilan ou la synthèse des différentes articulations de développement. Et la deuxième partie obligatoire, c'est le moment par lequel vous prenez position. Ça veut dire quoi? Que vous répondez à la question posée par le sujet. Parce que dans tous les cas, on vous a dit qu'en pensez-vous, ou bien on vous a posé une question directe. Je ne réponds ni dans l'introduction, je ne trahis pas de réponse non plus dans le développement, mais ce n'est qu'au niveau de la conclusion que je prends position. La troisième chose que vous avez apprise depuis très longtemps, elle est facultative, c'est le fait d'ouvrir le sujet à 2 autres perspectives. Mais retenez-le, 2 étapes contraignantes dans la conclusion. D'abord, la synthèse, le bilan des différentes articulations de développement et ensuite la prise de position en évitant bien sûr la première personne du singulier. Ne dites pas moi je pense, mais dites de notre point de vue, à notre avis et donnez votre position donc par rapport à la question. Voilà donc les exigences minimales auxquelles vous devez être astreint lorsqu'il s'agit du travail de dissertation philosophique. Je crois que vous avez retenu l'essentiel de mon propos, à savoir que accorder une place extrêmement importante à la lecture, à la relecture et à la compréhension du sujet. L'introduction, de grâce, vous l'écrivez entièrement au brouillon. C'est le premier contact entre vous et le correcteur et donnez-lui envie, je dis bien, de continuer à vous lire. Vous savez bien ce que je dis. Quand je dis donnez-lui envie au correcteur de continuer à vous lire, ça veut dire que si vous commencez par écrire philosophie PHY et à aligner les fautes dans la première phrase, il vous lit, mais quelque part la note est déjà donnée dans son esprit. Donc ça veut dire quoi? Travaillez, retravaillez votre introduction en sorte que, encore une fois, elle donne la promesse d'un développement et d'une conclusion conséquente. C'est pourquoi donc il faut lui accorder toute l'importance. Et je vous ai dit, dans cette introduction, il y a une étape fondamentale
à laquelle le correcteur attache la plus grande importance, c'est l'étape de la problématisation. Ça veut dire quoi? Il part du principe que, comme je vous l'ai dit au début de mon propos, philosopher, c'est être capable de voir la difficulté, de voir l'ombre dans ce qui paraît être évident, l'ombre dans ce qui paraît être de la lumière. Et donc c'est à partir du moment où vous aurez montré clairement le problème posé que véritablement vous vous êtes donné les moyens presque d'avoir une bonne dissertation. On pourrait multiplier les sujets. Parce que c'est cette étape-là qui est importante. Et généralement, la difficulté prend la forme peut-être d'une contradiction. Un autre sujet, déjà sorti au bas, juste pour qu'ensemble, on s'habitue à voir la difficulté et à réussir notre problème d'articulation. Le sujet dit, un acte peut-il être inhumain? Mais je n'ai pas de problème. Quand le sujet dit un acte peut-il être inhumain, mais vous vous dites tout de suite, attention, qu'est-ce qui fait problème si je vous posais la question à l'un de vous? Je crois que n'importe lequel d'entre vous mais pourrait tout de suite me dire, Michel, il y a problème. Il y a problème à demander, mais un acte peut-il être inhumain? Et où se trouve le problème? C'est évident. Il est dans la contradiction qu'il y a. Le problème, disais-je, est dans la contradiction qu'il y a entre un acte et inhumain. Parce qu'en principe, un acte posé par l'homme devrait-il être inhumain, mais un acte posé par l'homme, on devrait en dire qu'il est humain. Et donc le problème, c'est de se demander comment un acte posé par l'homme peut-il en même temps non pas être humain, mais être inhumain. Et vous voyez déjà. Travaillons toujours sur un autre sujet sorti au bas. On vous dit, toujours pour nous aider à nous familiariser avec la mise en évidence du problème, on nous dit le rationnel est-il le critère? On nous dit le rationnel est-il le critère de la vérité? C'est déjà un sujet sorti au bas. Et vous êtes capable vous-même de me dire, mais qu'est-ce qui fait problème? Ce qui fait problème, c'est qu'on puisse me demander si le rationnel est, je souligne volontairement, si le rationnel est le critère de la vérité. Si la question était, le rationnel est-il un critère, vous me direz que la question n'a pas besoin d'être posée. Mais donc ce qui fait problème, c'est qu'on puisse me demander si le rationnel est le, sous-entendu, le seul critère de la vérité. Pourquoi cela fait-il problème? Parce qu'on vous l'a appris. Le rationnel, dans rationnel, nous avions ratio en latin qui signifie la raison. Et donc, ce qui est rationnel, c'est ce qui est établi par la raison. Or, on vous a dit, dans le cours sur philosophie et religion, sur philosophie et mythe, sur philosophie et magie, qu'il y a des vérités autres que rationnelles. Ça veut dire quoi? Il y a des vérités qui ne sont pas de l'ordre du rationnel. Et s'il y a des vérités autres que rationnelles, comment le rationnel pourrait-il être le seul critère de la vérité? On pourra multiplier les exemples. Prenons-en un dernier. Bac 2013, peut-être, si je me souviens bien. Le sujet disait, vouloir la certitude, n'est-ce pas tuer la philosophie? Voilà ce que disait le sujet. Mes chers élèves, si on fait le même travail, dites-moi où se trouve la difficulté. Vouloir la certitude, n'est-ce pas tuer la philosophie? Qu'est-ce qui fait problème? C'est évident. C'est qu'il y a deux notions contradictoires, et ces deux notions ici, mais on vous l'a déjà dit et vous le savez, c'est la notion de certitude et c'est la notion de philosophie. On vous a tous répété à s'inquiéter ce mot de Bertrand Russell, vous vous en souvenez? La valeur de la philosophie, disait Bertrand Russell, doit surtout résider dans son caractère incertain. Et si la philosophie donc baigne dans une incertitude permanente du fait de l'impossibilité pour elle d'apporter des réponses définitives à ces questions-là,
Tout le monde sait donc que le jour où la philosophie se fera certitude, elle cessera d'être philosophie. Donc la difficulté, comment demander si la certitude ne tuerait pas la philosophie, si on sait que par essence et par définition, la philosophie, elle se veut incertaine parce que n'admettant jamais de réponse définitive. Et vous avez donc vu un peu, à travers ces 2, 3 ou 4 exemples, nous avons tenté de vous donner les clés de résoudre la principale étape, la plus difficile de l'introduction. Ça veut dire apercevoir la difficulté et poser clairement le problème. Je répète, là vous direz, si il y a des vérités qui ne sont pas découvertes par la raison, comment le rationnel à lui seul pourrait-il être le critère de la vérité? Le sujet qui disait un acte peut-il être inhumain, vous dites la même chose. Si, comment un acte posé par l'homme releverait-il non pas de l'humain, mais de l'inhumain, etc., etc. Et quand vous serez habitué à vous répéter et à vous exercer autour de cela, vous serez parfaitement apte à apercevoir la difficulté et à vous donner les moyens d'avoir une très bonne dissertation. Parce que contrairement à beaucoup de préjugés, la dissertation n'est pas une épreuve impossible. Mais elle repose, comme je vous l'ai dit, sur une exigence de rigueur, sur une exigence de clarté dans l'exposition et sur une exigence simplement de pertinence. Mais vous le voyez, avec ces exemples-là, peut-être que dans les autres séances à venir, nous insisterons encore sur les sujets et cela nous semble assez important pour vous permettre de réussir avec succès l'épreuve de dissertation philosophique au baccalauréat avant que nous puissions passer à l'autre épreuve à laquelle vous êtes soumis, c'est l'épreuve simplement de commentaires philosophiques. Excellent.